Voilà, bonjour Daniel, Bonjour, comment vas-tu? je vais très bien. Écoute, je t'avais proposé il y a déjà un petit temps d'avoir un peu l'occasion de faire un échange. Moi, je suis ici à Bruxelles, toi, tu es au Québec, donc il y a un sacré décalage horaire de 6 heures. Et voilà, finalement, on a eu l'occasion un petit peu de trouver un moment ensemble pour partager autour mais finalement de ta vie, de ta trajectoire de vie, qui n'a pas toujours été simple, mais je trouve extrêmement riche d'avoir l'occasion de t'interroger un petit peu par rapport à ce parcours. Donc, avant de commencer plus avant, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, bonjour, mon nom est Daniel Lafrenière. Euh, je suis de Shawinigan, au Québec. J'ai 67 ans. Euh, j'ai malheureusement euh, été à l'orphelinat très tôt dans ma vie, à ma naissance en fait. Et puis, comme c'était courant dans le temps, on ne permettait pas aux enfants d'avoir accès à leur mère aussitôt nés. Et puis, ça a causé beaucoup de problèmes dans ma vie de ne pas avoir eu accès à mes origines, euh, et sur le plan affectif et sur le plan social. Mhm. D'accord. En gros, c'est un petit peu le genre de début de vie que j'ai eu qui a, qui a modelé ma vie pendant au moins 50 ans. Et puis par la suite, pour les 16 années qui ont suivi, 17, j'ai dû essayer de me donner à petites gouttes ce que j'aurais dû recevoir à grande gorgée à ma Mhm. naissance. D'accord. C'est vrai qu'on s'est rencontrés pour la petite histoire sur Facebook. Et j'avais eu l'occasion de voir par rapport à tes écrits le fait justement que tu avais eu, enfin, que tu avais été en grande souffrance dans ton enfance. Et par rapport aussi à une histoire que je ne connaissais pas très bien à l'époque au Québec, les religieuses qui en fait soustrayaient les enfants à leur mère célibataire et qui effectivement les remettaient en adoption contre monnaie, sonnant et trébuchant. C'est une histoire sur laquelle on reviendra très certainement, mais c'est vrai que ça m'avait profondément choqué à l'époque. Et comme tu le dis très bien, effectivement, ça paraît toujours un petit peu fou de se dire que finalement, un début de vie compliqué peut de fait causer d'énormes problèmes pendant des dizaines d'années parfois. Et donc, tu expliques effectivement très bien que pendant 50 ans, en fait, cette histoire de tes origines t'a plombé une grosse partie de ton existence et t'a impacté. Tu peux un petit peu, Daniel, expliquer la situation justement au niveau de tes origines? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce que j'ai découvert, en fait, depuis 5 ans déjà, c'est que la politique des religieuses du temps, c'était d'accoucher les filles mères qui étaient endormies. Et puis, aussitôt l'enfant venu au monde, elle coupait le cordon, puis l'enfant disparaissait. J'ai d'ailleurs trouvé le témoignage d'une infirmière laïque qui travaillait à la crèche où je suis né, à peu près dans les mêmes années où je suis né, qui raconte que dans cette crèche-là, 20 à 25 bébés par semaine disparaissaient littéralement. Et puis, les pauvres femelles, quand il était venu le temps de sortir de la crèche, sans retourner chez elles s'en allaient attendre leur bébé dans un parloir. Puis là, une sœur venait leur dire qu'est-ce que tu attends? Ben, j'attends mon enfant. Puis elle leur disait ben, écoute, ton enfant, il a été donné, il a été placé, ou il est mort à la naissance. Alors, suite à ma naissance, j'ai été placé pendant 7 mois. Je trouve cette là très importante. J'ai été placé pendant les 7 premiers mois de ma vie dans une espèce de hangar à bébés. Une centaine de bébés, dont à peu près
2 sœurs s'occupaient, qui étaient changées de couche aux 4 heures avec une bouteille de lait. Et puis, qui, dans le fond, ne recevaient jamais de soins affectifs. Puis, ces 7 mois-là sont devenus pour moi un véritable enfer. Euh, Puis, je pense que cette partie-là, dans laquelle j'ai réussi à repénétrer à l'âge de 50 ans, lors d'une thérapie, m'a expliqué l'origine de toutes mes blessures, m'a convaincu que ce départ de vie douloureux était responsable de l'ensemble de mes difficultés. Mhm. D'accord. Comment tu expliques, Daniel, justement, quand on sait l'importance pour un jeune enfant, évidemment, d'avoir ses deux parents à ses côtés, sur le plan sécurité affective, c'est évidemment capital. Comment toi, tu expliques le fait que finalement, alors que tu es une mère, tu en es séparée? Comment tu expliques ça sur le plan, je dirais, j'ai envie de dire sur le plan religieux, puisque ce sont quand même des religieuses qui te prennent en charge. Comment expliquer cette situation un peu anachronique? Bien, euh, c'est un autre des découvertes les plus douloureuses que j'ai eu à faire. Euh, En scrutant attentivement les raisons, justement, qui pouvaient pousser une institution religieuse à séparer des mères, à ne pas tenir compte de leurs émotions, à ne pas tenir compte du bien-être de l'enfant. Au cours de ma recherche, j'ai découvert que derrière tout ça, il y avait un aspect financier important. Le Québec vivait une révolution euh, qui était sur le point de mettre l'Église hors de tous les systèmes sociaux. Les gens en avaient marre de la présence de l'Église partout dans leur vie, même dans leur chambre à coucher. Euh, c'est reconnu qu'ici au Québec, les femmes ne servaient qu'à faire des enfants puis à torcher des maris. Elles n'avaient aucun droit de s'exprimer. Bon, euh, cet aspect financier-là était important pour l'Église parce que ça lui permettait d'obtenir pour tous les enfants qu'elle arrachait aux mères une subvention de la part de l'État, ce qui en fait payait ses hypothèques et aussi dû au fait qu'elle n'avait aucun salaire à payer. Parce que, bon, elle avait à son service une soixantaine de mille bénévoles, sœurs, prêtres et frères, etc. Donc, elle pouvait, avec ses 60 000 travailleurs bénévoles, soudoyer l'État. Ce qui faisait qu'on taisait ce qui se passait chez elle pour avoir accès à 60 000 travailleurs bénévoles et aussi à l'immense pouvoir que l'Église avait, politiquement parlant. C'est elle qui faisait ouvrir qui elle voulait. Donc, j'ai fait partie d'une période où deux systèmes euh, complètement corrompus utilisaient des enfants, des filles-mères, chacun à leur façon. D'accord. C'est vrai qu'à l'époque, l'État, évidemment, et la religion avaient, je dirais, partie liée et que les filles, évidemment, mères, comme on les appelait, comme on les appelait, qui donnaient naissance à un enfant hors mariage, étaient évidemment considérées comme des moins que rien, quoi. Comme des Oui, femmes impures dont on pouvait clairement retirer l'enfant pour que l'enfant ait une éducation religieuse. c'est ça. L'Église s'interposait entre les filles-mères et les enfants qu'elle mettait au monde parce qu'elle pensait qu'elle était la seule à pouvoir leur donner une éducation religieuse. Euh, Par contre, elle oubliait de dire que c'est elle qui,
qui empêchait toute forme d'éducation sexuelle dans la société, puis qui s'opposait à tous les changements qui auraient fait en sorte que l'État prenne ses responsabilités. C'est elle qui gouvernait tout ce qui s'appelait personnes en difficulté, etc. Et puis elle le faisait de façon à en tirer le maximum de profit possible, malgré les apparences. C'est ça. Ouais, c'est vrai, ce qui est dommage, évidemment, entre guillemets, aussi dans cette situation, c'est que finalement, les religieuses, dis-tu, n'avaient absolument aucune affection non plus pour les enfants, alors que l'on pourrait évidemment se dire que dans le cadre de leur vocation, avoir évidemment affaire à des jeunes enfants, il aurait été primordial, évidemment, de nouer une relation affective tout à fait particulière avec ces enfants, sachant justement qu'ils ont été arrachés à leur mère. Mais dans la réalité, tu expliques qu'en réalité, ces religieuses étaient plutôt froides. Elles étaient empêchées par leur institution de démontrer quelque affection que ce soit aux enfants, promis à l'adoption Mm. pour, soi-disant, préserver leur capacité à s'attacher à la future mère de remplacement. C'est ça. Donc, oui, c'est ce qui faisait que être à la crèche pour un enfant dans cette situation-là, c'était l'équivalent d'être en prison en venant au monde. Tu sais peut-être, Daniel, que le psychiatre pour enfants, justement, Daniel Winnicott, parle très bien des enfants qui ont été arrachés trop tôt à leur père ou à leur mère ou aux deux. Et il parle en fait de ces enfants comme des enfants qui vivent une agonie primitive, c'est-à-dire effectivement qu'il y a un arrachement tellement fort, une insécurité tellement forte qui est générée dès la naissance qu'elle va effectivement impacter le reste de la vie de cet enfant. Et Winnicott l'exprime très bien en disant que l'enfant peut tomber en devenant adulte dans la maladie mentale, le suicide ou la délinquance grave. Et je pense effectivement que c'est une situation qu'on rencontre souvent quand il y a de lourds traumas qui sont vécus dans l'enfance. Toi-même, en fait, Daniel, à partir de quel moment tu t'es rendu compte que la situation que tu avais vécue n'était pas normale et que quelque part, tu as eu, je dirais, les premiers symptômes de ce manque, quelque part, qui est lié à cet arrachement? Vers quel âge, à un moment donné, la question s'est posée de savoir quelle était la situation? Euh, le, tout ce qui a entouré ma naissance et mon enfance a été marqué par une espèce de non-dit, un mensonge véhiculé par des parents qui ne veulent pas voir une certaine réalité. Bon, j'étais un hyperactif et puis euh, euh, ça a eu des conséquences énormes, ce début de vie-là, sur toute ma vie, autant au niveau social qu'affectif. Euh, il n'y a pas, vers l'âge de 20 ans, de ce que je me souviens, lorsque j'ai eu mes premières véritables relations affectives, amoureuses, quand je regarde en arrière, le fait que ça n'a pas fonctionné, aujourd'hui, je ne suis pas surpris parce qu'il n'y a pas une femme adulte qui veut se retrouver avec un enfant alcoolique, dysfonctionnel, accroché à son sein. J'étais d'une dépendance tellement grande que ça m'a tué parce que j'ai accepté d'avoir des relations complètement dysfonctionnelles et dangereuses, autant au niveau de la consommation de drogue que socialement parlant. C'est vers l'âge de 50 ans en thérapie que j'ai découvert non seulement la nature des blessures que j'avais, mais aussi en même temps, c'est ce qui est extraordinaire, la certitude que ça pouvait se guérir malgré la profondeur, puis tout ça.
c'est à ce moment-là qu'à 50 ans, en thérapie, que j'ai commencé à revivre, puis comprendre mon monde affectif, savoir que je n'étais pas fou, que je n'étais pas seulement dysfonctionnel, que j'étais un être humain sensible. Et puis, c'est à partir de ce que j'ai découvert en moi, qui était en fait aussi beau que dans les autres, que j'ai commencé vraiment un cheminement qui, pour une fois dans ma vie, m'a fait le plus grand bien. Puis que je pouvais être l'artisan de ma guérison. Tu pouvais C'est vraiment un tournant, effectivement, ça. ouais, tu pouvais comprendre Oui. d'où tu venais et les raisons pour lesquelles finalement tu portais en toi un profond mal-être. Oui, d'ailleurs, j'ai un proverbe que j'aime beaucoup qui dit, si tu veux savoir où tu vas, va voir d'où tu viens. Mm. Puis, étant donné que le mensonge était tellement grand, l'omerta entourant l'Église et tout ce passé-là était tellement grand, ça a été un petit peu plus laborieux, mais, mais j'estime avoir découvert ce que j'avais à découvrir. Et puis, je suis bien heureux aujourd'hui de l'avoir fait. Tu apprends à faire ton chemin avec ce que tu as reçu et ce que tu n'as pas reçu aussi. Euh, Par rapport à tes parents adoptifs, Daniel, en fait, tu les qualifierais comment? C'était des parents adoptifs aimants qui, quelque part, ont un peu suppléé, je dirais, à la carence que tu as vécue du fait d'être arraché à tes parents biologiques, ou bien cette famille adoptive a été elle-même dysfonctionnelle? Euh, Dysfonctionnel. Euh, Premièrement, je suis arrivé dans une maison où la femme avait subi une fausse couche à 30 ans, euh, plus catholique que le pape en passant. Euh, puis, elle avait aussi eu à subir la grande opération immédiatement après sa fausse couche. Et puis, c'est une femme fière, c'est une femme très fière même. Et puis, elle n'acceptait pas son sort. Euh, Elle était froide, évidemment, un peu à cause de ce qu'elle avait vécu. Et puis, moi, en arrivant dans son foyer à elle, à l'âge de 7 mois, j'imagine que j'étais déjà traumatisé par les premiers 7 mois. Et puis, ça aurait été bon d'avoir quelqu'un d'aimant, capable de montrer ses émotions, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, j'ai eu un père extraordinaire, un père adoptif extraordinaire, aimant, euh, mais évidemment, il devait travailler, donc je passais la majeure partie de mon temps avec une personne incapable de montrer ses émotions. Disons que j'ai tous. Ben, quand je dis dysfonctionnel, ça l'était à cause de ça, pour l'essentiel. Puis, ben, écoute, j'ai fait partie aussi d'un foyer où on était 3 enfants adoptés. Il y avait 2 enfants, mon frère et ma sœur, qui venaient de la sœur de ma mère. Donc, il y avait un lien de parenté. Et puis, mon frère a été adopté il y avait 2 ans. En même temps, ma sœur, elle avait 4 ans. Et puis, ça a été difficile vers l'âge de 8-9 ans parce que, ben, avant ça même, à 5 ans, moi, j'étais un hyperactif, puis ma mère, elle n'arrivait pas à contrôler, à me contrôler. Puis, disons que j'avais pas. J'étais difficile. J'étais très hyperactif. Puis, ce qu'elle a trouvé comme solution, c'est de me retourner pensionnaire chez sa à l'âge de 5 ans, en même temps que mon frère d'ailleurs. Et puis, dans cet endroit-là,
je pense, comme des comebacks de ce que j'avais vécu à la crèche, en présence des sœurs qui froident sans affection. Et puis, étant donné que j'étais gaucher aussi, on me battait régulièrement pour que j'écrive la main droite. Pour faire une histoire courte avec cette histoire de pensionnat-là, moi, à 7 ans, les sœurs, elles non plus, n'arrivaient pas à contrôler mes démons de bâtard. Et donc, j'ai été expulsé. Puis, je me suis retrouvé à l'école publique, en présence de frères, des frères chrétiens enseignants, qui avaient les doigts longs, on va dire. Et puis, à 7 ans, je demandais à mon père adoptif si c'était normal, certaines choses. Et puis, disons que je ne recevais pas toute l'attention qu'il aurait fallu. J'étais victime d'agressions sexuelles à répétition. Et puis, on a plus ou moins porté attention à ce que je vivais jusqu'à ce que, 3 ans plus tard, quand j'ai eu 10 ans, j'ai trouvé mon frère adopté lui aussi, pendu dans le hangar familial. Et puis, disons qu'il y a eu toute une opération de camouflage. Moi, j'appelle ça comme ça, pour faire passer l'incident pour un accident. Et puis, ça a été le deuxième choc de ma vie, je crois, après les 7 premiers mois. Et puis, je suis parti de chez moi, j'avais 13 ans, pour la rue. J'ai fréquenté tous les établissements de réforme du Québec. Je me suis sauvé de tous ces établissements-là pour errer un peu partout en Amérique jusqu'à l'âge de 20 ans, en prenant de la drogue, en buvant, en me sauvant de tout, finalement. Puis à 20 ans, j'ai demandé à ma mère de retourner chez moi parce que je voulais retourner à l'école, me réinsérer dans la société, puis ça m'a été refusé. Mais je n'ai pas abandonné, je me suis trouvé un logement, puis je suis retourné aux études. J'ai essayé de m'insérer du mieux que je pouvais, mais à ce moment-là, je n'étais pas au courant de toutes les carences et les difficultés que tout mon passé m'imposerait. Bien sûr. Tu as commencé en fait à creuser justement sur ce passé pour essayer de comprendre ce qui s'était passé vers vers quel âge en fait? En fait, vers 50 ans. Ah oui, d'accord, 50 ans. d'accord, Ce que je vous raconte, là, c'est ce que j'ai compris à partir de 50 ans. C'est en faisant un retour sur ma vie que j'ai compris qu'à 20 ans, en essayant de me réinsérer, je ne connaissais pas toutes les difficultés que je rencontrerais. Puis, par la suite, j'ai été 30 ans supplémentaires à me chercher, à boire, à me saouler, à perdre tout ce que j'avais, à m'investir tout croche dans toutes sortes de choses, et puis à changer d'endroit continuellement. J'étais un errant. d'accord. J'errais sur la terre comme... oui, Oui, je pense qu'il c'est ça. il faut être à ta place pour comprendre évidemment de l'intérieur ce que ça peut signifier d'être arraché à ses parents et devoir effectivement errer pendant tellement d'années pour essayer finalement de retomber à un moment donné quand même sur ses pieds et essayer de trouver un sens à ce chaos originel, je dirais.
Donc, il y a une thérapie que tu as Oui. commencé à l'âge de 50 ans. Ça, c'était, j'imagine, quand même un élément important sur le chemin de résilience. Il y a d'autres éléments, d'autres rencontres, d'autres manières, enfin, d'autres choses que tu as mis en place pour justement retomber sur tes pieds? Euh, cette partie-là qui appartient à mes 50 ans, ça a été le déclencheur, mais ça a été seulement que le début. Euh, 50% de mes difficultés à, à accepter ma vie sont disparues du coup parce que j'avais découvert qu'il y avait une cause. Mm. Bon. Et puis là, ensuite, j'ai vécu 12 ans dans une relation extraordinaire, euh, une relation affective avec une femme de superbe qualité. Puis jusqu'à ce qu'en 2015, ma sœur me demande d'aller prendre soin de ma mère adoptive, qui avait 95 ans à l'occasion, parce qu'elle se mourait. Elle était dans un CHSLD. Et puis ma sœur, qui est infirmière de carrière, ne pouvait plus se déplacer en automobile parce qu'elle avait eu un accident au dos et puis une opération. Donc, elle m'a demandé d'aller prendre soin de ma mère. Ce que j'ai fait, je suis déménagé. Mais en voyant ma mère dépérir comme ça, ma mère adoptive, ça a réveillé. Je m'excuse, il y a quelque chose qui sonne dehors. Ça a réveillé mon besoin de retrouver ma mère naturelle encore une fois, que j'ai cherché toute ma vie Mm. et que les services sociaux m'empêchaient de retrouver, supposément parce qu'une loi le leur interdisait. Alors, j'ai fait une dernière recherche pour retrouver ma mère adoptive, ma mère naturelle, pendant que ma mère adoptive se mourait. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai découvert tout ce que je sais aujourd'hui sur les conditions dans lesquelles les filles mères devaient accoucher. Et puis ça a réveillé une espèce de rage, euh, de douleur intense en moi. J'acceptais pas d'être dans un monde qui avait fait vivre ça à ma mère. Euh, je l'accepte toujours pas. Et puis, 2015 a été pas mal le moment de révélation. J'ai réouvert la porte sur ce que j'avais découvert à l'âge de 50 ans. Et puis là, j'ai compris avec les faits d'où venait réellement ma blessure. J'ai été capable de mettre des images. J'ai été capable de mettre un nom. Et puis, c'est à ce moment-là vraiment que la guérison a commencé. Euh, Ça dure depuis 5 ans. Euh, Dernièrement, j'ai même... Bon, on m'a nié mon droit de connaître ma mère naturelle à ce moment-là, parce qu'on m'a dit la loi nous interdit, etc., etc. Mais la loi a changé depuis. Depuis 2018, il y a des assouplissements au niveau de la loi, puis on a le droit de connaître nos origines un peu plus que c'était. Mais moi, c'est grâce à un test d'ADN que j'ai réussi à être naturel. Ça fait 2 mois que je sais qui elle est. J'ai été en contact, non pas avec elle, mais avec une de ses filles qu'elle a eue après moi. Mais personne dans son entourage ne connaît ma présence, ne sait qu'elle avait eu un enfant, parce que, évidemment, l'emprise de l'Église était tellement forte dans ces années-là
que tout le monde fait. Les femelles disparaissaient. Même mes grands-parents n'étaient pas au courant que ma mère était enceinte à ce moment-là parce que c'était tellement mal perçu qu'il y avait une espèce d'aura malsain qui entourait ces femelles-là. Donc, euh, les enfants qu'elle a eus par après, elle n'a pas osé leur dire que, Ça, je pense que, qu'on que comprend bien j'existais. effectivement la situation dans laquelle tout ça s'est déroulé. Mais ce que je voulais savoir, Daniel, par rapport justement à ta maman biologique, à ce stade-ci, tu as pu déjà avoir un contact direct ou bien ce n'est pas encore le cas? Non, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en contact avec une de ses filles par l'intermédiaire de Messenger. Mhm. Puis c'est grâce à quelqu'un qui est très, très, très habile pour faire les connexions au niveau de l'ADN, décrypter tous les... Bon, c'est grâce à cette personne-là que j'ai eu accès à la fille de ma mère. Mais après 2 semaines de pourparlers, j'ai reçu une lettre d'avocat qui me disait d'interrompre toute communication avec la famille de ma mère. Pour quelle raison, on ne m'en a pas donné. Mais ça fait juste s'ajouter Oui, bien sûr. à la terrible influence. Ouais. Mais tu C'est, sais par qui a été consulté cet avocat? Il écrit de la part de qui, en fait, de quel membre de la oui, famille? oui, oui. C'est une de ses filles. C'est une de ses D'accord. filles qui a décidé que, moi, je peux le comprendre. Écoute, ma mère a 90 ans aujourd'hui. Oui, oui. Euh, donc, ressasser tout ça, euh, est-ce vraiment utile pour elle? Donc, moi, j'apprends le lâcher prise aussi. Euh, Quand j'ai commencé ma recherche en 2015, j'avais déjà un bout de cheminement de fait, donc je ne cherchais pas ma mère pour lui demander de me donner le sein. Mhm. Euh, je pensais que ça lui ferait du bien de savoir que je suis encore en vie. Puis, donc, aujourd'hui, je suis dans le même état d'esprit. D'accord, c'est vrai que les choses évoluent en fonction des circonstances. Euh, je crois savoir en fait que tu avais également commencé, mais ça date déjà, donc c'est j'ai envie de dire un long accouchement, mais tu avais également commencé l'écriture d'un livre pour raconter un peu justement cette Oui, histoire particulière dans une situation plus générale qui est oui, effectivement le rapport État-Église au oui. Québec. C'est ce livre, j'imagine, c'était quelque chose d'important également pour toi pour accoucher et retravailler un petit peu ces événements et peut-être les digérer plus en profondeur. Mais voilà, ça a commencé, je pense, en 2013, c'est ça en fait? 2013, ton... 2016 officiellement, un peu, ben, moitié 2015-2016. J'ai compris, ben, j'ai pensé qu'écrire sur ce que je découvrais me ferait du bien. Puis, oui, ça a été très bon que je puisse mettre, mettre tout ce que je vivais comme émotion. Je découvrais aussi au niveau de ma société euh, par écrit. C'est ça. Puis, j'ai, il y a un petit peu aussi de ma colère qui m'a euh, qui m'a beaucoup guidé dans ça, dans le sens où je ne voulais pas que ça reste inconnu pour l'ensemble de la population. Ce qui se passait au niveau de ma mère et des autres filles mères. Et par la suite, j'ai appris que ça se passait pas seulement chez nous, mais dans plusieurs pays. Et puis dans le reste du Canada. Alors, oui, le titre de mon livre en passant, c'est Oui, Kidnappé par l'Église catholique, trahi par l'État québécois. c'est ça. Et Euh, tu penses qu'il va sortir bientôt? ben écoute, j'ai eu la journée de ma fête dimanche passé, j'ai eu la confirmation que la correction était terminée
Et puis, la Fondation littéraire Fleur de Lys du Québec va le publier officiellement d'ici un mois environ. Ah, magnifique. Donc là, ça arrive à son terme. Ce sera aussi une belle ce sera aussi une belle Oui, aventure. Ça a été l'occasion pour oui, toi d'éventuellement avoir d'autres contacts avec d'autres personnes qui ont vécu des choses semblables aux tiennes, parce que je ne sais pas s'il y a déjà d'autres beaucoup. précédents, d'autres personnes qui ont eu l'occasion d'écrire aussi, enfin, ou si ton livre, quelque part, est assez unique sur le marché de l'édition. Moi, j'ai entendu parler, d'ailleurs, c'est à partir de certains livres écrits sur l'adoption, excusez, que j'ai découvert plusieurs choses qui se passaient dans les crèches, etc. Il y a Reine Landry qui a écrit Le cri de l'adopté. Euh, elle a elle-même accouché dans une crèche. Elle raconte comment les filles-mères étaient torturées, humiliées. Euh, et puis, c'est elle qui a mis sur pied le mouvement Retrouvailles. Mouvement sur lequel je suis allé quand on m'a refusé de me donner l'identité de ma mère par les services sociaux. Je suis allé sur le mouvement Retrouvailles du Québec. Il y a elle, il y a aussi quelques orphelins qui ont écrit sur ce qu'ils ont vécu. Et puis, j'en parle d'ailleurs dans mon livre de cet épisode épouvantable. Euh, oui, puis il y a beaucoup de gens aussi sur Internet présentement, sur Facebook. Il y a des associations euh, qui, euh, qui regroupent des gens qui cherchent encore, après 50, 60 ans, comme je l'ai fait, leurs origines, leurs parents. Et puis, je trouvais ça tellement odieux de la part d'un gouvernement de faire poireauter comme ça des gens, des centaines de milliers de personnes ici au Québec. Donc, oui, ça a été aussi un autre élément déclencheur Hmm. pour l'écriture de ce livre-là, pour dénoncer. Mais Oui, je pense que tu le racontes très bien. Enfin, j'ai lu à l'époque ton projet de livre. Comme je le disais tout à l'heure, on a eu l'occasion déjà d'échanger pas mal sur Facebook. Et je pense évidemment que oui, pour des personnes qui, comme toi, ont été traumatisées très jeunes et qui donc ont quelque part eu leurs émotions complètement figées, c'est important à un moment donné de pouvoir exprimer cette colère aussi. Et je trouve que cette colère, évidemment, elle transparaît effectivement de manière extrêmement prégnante, je dirais, dans ton livre, mais également dans nos échanges sur Facebook, puisque nous échangeons régulièrement. C'est vrai qu'on voit régulièrement cette colère qui jaillit, et je pense elle est difficile à comprendre, évidemment. Elle est souvent jugée comme excessive par des personnes de l'extérieur qui ne comprennent pas en fait d'où tu parles, mais je pense que pour des personnes qui ont vécu des traumas dans l'enfance ou des difficultés, cette colère, elle est absolument nécessaire et elle n'est pas du tout, je dirais, excessive. Elle est le reflet exact de quelque chose de douloureux qui a été vécu et qui doit pouvoir effectivement s'exprimer, en ce compris à travers cette colère. oui, absolument. Puis, je pense que ça fait partie d'un besoin euh, actuellement. Euh, Parce qu'il y a plusieurs injustices, il y a plusieurs groupes de personnes qui vivent des injustices de la part de méga structures politiques ou religieuses. Puis je pense que chaque petite fissure dans, dans les murs du mensonge euh, actuel, c'est un plus. C'est un plus pour tous ceux qui ont souffert. C'est un plus pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que ça va leur permettre une mise en garde. Euh, Moi, je trouve ça essentiel présentement de dénoncer tout ce qu'on peut Oui, qui pourrait faire mal aux gens. tout à fait. Mais c'est vrai que comme on dit souvent, comme on l'entend dire souvent, la honte doit changer de camp.
Et je pense Oui, que de fait, il faut que la parole se libère, et plus elle se libère, et plus ceux qui entendent les gens qui sont audacieux et qui libèrent leur parole, ça aide évidemment d'autres personnes aussi à, je dirais, prendre le même pli et être audacieux, parce que finalement, c'est vrai qu'il y a une culpabilité, une honte extrêmement importante à prendre la parole en se demandant si on est légitime à le faire, alors qu'en réalité, on a effectivement, tu as effectivement subi des choses extrêmement graves qui doivent pouvoir se dire. Et donc, à un moment donné, il est normal que la victime puisse s'exprimer pour finalement ben, reprendre possession aussi de sa propre histoire. Hein. Et c'est ce que tu as fait, je oui, pense, à oui, travers ce livre. C'est ce que tu fais évidemment oui, aussi dans un échange par rapport à un thérapeute. Et je pense qu'il y a aussi une troisième voie que tu avais suivie à un moment donné et qui était le volet oui, action en justice contre oui. justement l'État québécois qui avait eu cette complicité avec l'Église et qui a effectivement permis cette situation que tu dénonces. Oui, absolument. J'ai intenté une poursuite contre l'Église. Euh, Ça fait, je dirais, environ 2 ans. Euh, Dans ce domaine-là, comme dans le domaine de l'omerta qui entoure l'Église catholique, euh, il y a très peu de gens de mon âge euh, au pouvoir ou dans des postes stratégiques qui sont intéressés à débattre de cette réalité-là qui était la nôtre là, dans les années 60. Fait que, il y a beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup de désistements, beaucoup de faux fuyants. Là, présentement, écoute, il aurait fallu que je prenne un cours complet d'avocat en cause civile pour pouvoir contrer tout ça. Ça que je suis un petit peu hésitant à continuer ce combat-là parce que je me dis du même coup, mon livre va dire beaucoup, euh, va faire à lui seul, je crois, plus de dommages qu'une poursuite en cours isolée. J'ai bon espoir que, qu'il soit un bon outil pour arriver à dire ce que je veux dire en réalité. Ouais. Ouais. Bon, ce qui me fait plaisir, évidemment, c'est qu'on a repris contact déjà depuis un certain temps, mais c'est vrai que tu t'en souviendras évidemment, il y a un moment où, alors que l'on discutait régulièrement sur Facebook, il y a un moment donné, en fait, où je n'ai pas compris dans un premier temps, mais on a été en rupture complète de contact, au point Oui, où j'essayais de te recontacter sur Facebook, sur Skype, par Messenger, comme on avait l'habitude de manière régulière, et puis c'était le silence radio. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je tiens un blog et voilà, ça m'avait assez affecté, ne sachant pas du tout ce que tu étais devenu. Et sincèrement, je craignais à l'époque le pire. Et j'avais un petit peu du coup retracé ton histoire que tu viens notamment dont tu viens notamment de nous parler. Et j'avais effectivement un petit peu découvert la situation par rapport à ton frère aussi et son suicide. Euh, tu, tu peux nous dire, si tu le souhaites, en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, que c'était le blackout le plus complet avant qu'à un moment donné, tu ressurgisses de nulle part et que le contact oui, soit renoué. oui. Écoute, c'est une période assez sombre. Euh, c'est c'est pas évident parce que j'ai été mis en état d'arrestation euh, environ je dirais 1 heure après avoir déposé ma plainte en cause civile contre l'Église catholique. Euh, J'avais dans le passé eu des problèmes d'alcool et puis j'avais eu des arrestations
qui date de 98, qui datait de 20 ans en arrière, en fait. Mais j'en ai eu une en 2015. Lors de cette arrestation-là, j'avais une bière de trop de prix. Puis j'étais rendu chez moi, puis en tout cas. Mais ce qu'on a ressorti, ce sont tous mes antécédents. Et puis en termes d'alcool au volant, ici, c'est très mal vu, évidemment, je peux comprendre. Mais j'estimais pas assez en compte le fait que ma dernière station remontait à 20 ans passés, puis que lors de cette arrestation-là, j'avais une bière de trop. Ici, la limite, c'est 0,08, j'étais à 0,09. Et puis, j'ai voulu en cours pour que on voit que dans ma situation, il y avait eu d'énormes changements au niveau de la réhabilitation, mais on n'a jamais voulu en tenir compte. Donc, c'est un hasard. Après, je me retrouve en état d'arrestation et je me retrouve en prison sans possibilité de remise en liberté. Et puis là, en tout cas, il y a eu des délais où j'ai passé 7 mois complets en prison avant de pouvoir passer en cours, puis avoir une sentence. Et puis là, on m'a obligé de suivre une thérapie. J'étais parfaitement d'accord avec ça. Même si ça avait été juste pour sortir de prison, je préférais être en thérapie. Puis je savais, de par mon expérience, que j'allais aller chercher encore là de bons outils pour moi. Donc, je suis allé en thérapie. Puis, malheureusement, la COVID est arrivée pendant que j'étais sur le point de terminer ma thérapie. C'est-à-dire aux alentours du... Moi, je finissais le 20 mars, mais la COVID a été déclarée ici, pandémie, le 14, une semaine avant. Puis, il s'est passé des choses. On m'a refusé le droit de retourner chez moi, parce que l'extérieur, en tout cas. Bon, en tout cas, tout ça pour faire une histoire courte, ça a duré presque 1 an. On m'a retourné en prison après ma thérapie parce que je refusais de rester dans un endroit où je me sentais menacé par la COVID. Et puis, je m'étais même mis en isolation chez moi parce qu'il y avait des cas de COVID. On était 40 dans cette maison de thérapie-là. Donc, moi, je pensais qu'il y avait un risque. Je me suis mis en isolation chez moi. La police est venue m'arrêter chez moi. Ma thérapie était terminée. J'avais rempli tous mes contrats, là. Puis on est venu m'arrêter chez moi. On m'a envoyé en prison. On m'a mis en isolation en prison pendant... Non, c'était une aberration. Et puis bon, ben, ça a étiré mon incapacité à communiquer avec les gens, normalement. Effectivement. Bon, là, tu es sorti depuis combien de temps maintenant? Depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, d'accord. Oui. OK. Oui. Et cette période de détention, finalement, rétrospectivement, avec le recul, tu la vois comment? Tu l'as vécu comment? Ça t'a apporté quelque chose? Ça a été plus Euh, compliqué pour te réinsérer après? Ouais, j'ai été déstabilisé, extrêmement déstabilisé et encore plus méfiant face au système actuel que je ne l'étais. Parce que là, je conscient de ce qui se passait. Puis, oui, très, 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 très méfiant. Ça m'a pris du temps, d'ailleurs, avant de ne plus avoir peur qu'on se présente chez moi Ah oui, oui. pour me mettre en état d'arrestation. Oui, oui. J'ai été traumatisé un peu. Ouais.
Et il y a autre chose, parce que bon, pendant que tu étais en détention, sans que je le sache, évidemment, je faisais des recherches un peu sur toi pour savoir finalement qui tu étais et essayer quand même d'avoir quelques indices. Et j'avais vu à l'occasion d'une recherche sur Internet que tu étais passé une émission à une certaine époque au Québec. Et alors, à cette occasion-là, j'avais appris qu'il y avait apparemment un livre qui t'avait beaucoup touché, qui t'avait beaucoup aidé sur ton propre Énormément. parcours de résilience. Tu peux nous en toucher un mot de ce livre? Oui, c'est le livre écrit par John Bradshaw. C'est le livre sur lequel, d'ailleurs, j'ai fait toute ma thérapie à l'âge de 50 ans. Euh, le livre a pour titre Retrouver l'enfant en soi. Mhm. Et puis, c'est la première fois de ma vie que j'avais la possibilité d'explorer, d'avoir des outils pour explorer mon monde passé, intérieur, affectif, etc. C'est la première fois que je suis rentré en contact véritablement avec l'être, avec l'enfant que je suis, euh, avec l'enfant qu'on porte tous dans le fond. Et puis, j'ai eu beaucoup de compassion pour moi-même. Ça a été le début. Ça a été, euh, Ça a été très révélateur pour moi. Les D'accord. outils, l'écoute de soi. En fait, il n'y a pas de mystère. C'est que faut prendre le temps de s'écouter, de voir ce qui monte et d'analyser nos réactions face à certaines situations présentes. C'est un cheminement qui peut très bien se faire dans l'intimité, puis qui est quand même le fun à faire parce qu'on découvre des passages, des réalités de nous qu'on ne connaissait absolument pas. On a l'impression des fois qu'on est juste la somme de tous les conditionnements qu'on a reçus, mais on est tellement plus que ça. Oui, heureusement. On- Heureusement. oui, Mais tu as raison, c'est vrai que ce soit sur le plan individuel finalement ou sur le plan collectif, à un moment donné, il faut déterrer ce qui a posé problème, parce que sinon ça finit toujours oui, par exploser la figure à un moment ou à un autre. Et donc, toi, en oui. fait, maintenant, Daniel, après toutes ces années, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien, je me sens apaisé pour, euh, pour avoir découvert premièrement que, comme dit au sujet de mon père, cet homme-là, en m'aimant inconditionnellement, euh, m'a montré que l'être humain est beau et puis que la vie vaut la peine d'être vécue. Puis c'est un petit peu ça le constat que je fais aujourd'hui, c'est que je suis capable de faire la différence entre les, ce qui se passe présentement sur la planète et l'être humain lui-même. Puis ça me réconcilie avec la vie. Euh, je suis content. Je suis content d'être là. Je suis content d'être vivant. Je suis content d'avoir persévéré. Puis c'est la première fois de ma vie que je peux communiquer avec des gens comme toi, des gens de tous les milieux, et puis sentir cette même beauté-là intérieure, ce même désir de beauté. Puis ça me fait le plus grand bien, moi. Ouais, je comprends. Je pense que quand la relation à autrui, évidemment, a été à un moment donné détruite, c'est vrai que refaire confiance, oser refaire confiance, c'est parfois un très très long chemin. Et pourtant, je pense que si on veut à un moment donné redevenir humain, ouvert aux autres, être capable de nouveau d'empathie, etc., il faut effectivement avoir l'audace de prendre la main qui est tendue, alors qu'en réalité, tout un temps, on s'est finalement enfermé sur soi-même et sur sa propre souffrance, hein. Donc, il y a un mouvement d'ouverture à faire après un mouvement de fermeture. C'est quand même un sacré pari et un très très long cheminement aussi pour oser ce pas-là, hein. Absolument. Moi, en parlant d'ouverture, je me suis rendu compte, justement, à 50 ans,
quand j'ai fait ma thérapie, que je n'avais jamais été capable de m'ouvrir, même pas à mon père adoptif. Puis j'en ai profité pour m'installer dans sa ville et puis le tenir au courant de tout ce que je découvrais. Parce que j'ai l'impression que je lui devais ça. Euh, J'en parle, puis je suis très émotif. Euh, j'ai passé un an à côté de lui, à lui expliquer ce que je découvrais, parce que lui aussi avait besoin de s'expliquer ma, ma, entre parenthèses, fermeture à toute la bonté qu'il m'a exprimée. Puis quand je l'ai compris, je me suis dit que pour cet homme-là de 85 ans, je me devais de lui dire que c'était pas voulu, que c'est une fermeture que j'ai jamais souhaitée. Et puis mon père me regardait et il me disait ben, je vais te donner un doctorat en psychologie. Sur le coup, il était tellement fier que je lui partage ça. Puis il est mort quelques mois plus tard. Puis je pense qu'il est mort en paix. J'étais d'ailleurs à son chevet. Puis je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Mm. C'est vrai que Oui, c'est important. Hein. C'est important d'avoir l'occasion oui. Puis cette de... parenthèse-là, c'est aussi pour dire qu'il y a des fois où on peut pas. On peut pas. Les blessures sont tellement grandes qu'on n'a pas accès ni à soi ni aux autres. On est comme dans une espèce de vase clos, en souffrance. Et puis, ça aussi, de savoir ça, ça me rend beaucoup plus présent aux difficultés que peuvent rencontrer les autres dans leur vie, beaucoup plus tolérant aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que Ouais. mais c'est vrai que quand on commence à s'ouvrir aux autres, finalement, on apprend que beaucoup de personnes sont en souffrance. Et de nouveau, on revient un petit peu à ce qu'on disait avant, au niveau de la libération de la parole. Plus nous sommes nombreux à prendre la parole et plus on donne la possibilité à d'autres aussi d'oser la prendre. Et c'est de cette manière-là, évidemment, qu'on forme aussi humanité et qu'on cesse un petit peu de se cacher derrière des masques Oui. qui, qui finalement ne reflètent pas véritablement ce que l'on vit. Et voilà, c'est vrai que je pense que c'est important parce que toutes nos vies finalement sont singulières et à partir du moment où on peut véritablement discuter avec l'autre, on se rend compte que l'autre, à travers ses blessures, est quelqu'un aussi d'extraordinaire, quoi, qui a vécu des choses Oui. extrêmement, extrêmement douloureuses et qui a vécu un cheminement souvent assez incroyable, alors que la personne qui le vit, finalement, si on ne lui dit pas, ne se rend même pas compte que ce qu'elle a vécu est absolument incroyable et qu'elle a réussi à s'en sortir après tant et tant d'épreuves sur son chemin. Donc Oui. ça c'est bien. Ça c'est bien. Oui. Oui. Cette communication-là que moi je découvre, cette capacité-là aussi d'expliquer, parce que, encore là, j'ai eu la chance d'avoir un père qui tenait beaucoup à, à ce que je puisse bien utiliser l'écriture et tout ça pour, euh, pour m'exprimer, parce que, bon, c'est grâce à lui aussi qu'aujourd'hui, j'ai une certaine aisance pour exprimer certaines choses. Mm. Puis je trouve ça tellement important, surtout au niveau d'être capable de faire partie d'un monde, d'être capable de faire partie d'un monde de gens qui, qui, euh, qui cherchent et puis qui sont honnêtes, qui sont sincères. Oui, Ça fait beaucoup de bien. oui. Surtout quand Et on a été... Oui, trouver sa place. Trouver sa place, évidemment, c'est ça oui, oui, le plus difficile, souvent pour beaucoup de personnes, c'est trouver sa place. Et donc, le plus riche, évidemment, et ce qui donne sens à la vie, c'est justement avoir trouvé cette place qui peut-être nous a manqué tellement longtemps.
Alors voilà, moi je cruellement. suis content qu'on ait pu comme ça débattre en toute Oui, simplicité, oui. avec beaucoup d'ouverture justement, là où tu en as manqué. Donc c'est un chouette exercice, je trouve. On arrive tout doucement à la fin. Daniel, tu voudrais encore éventuellement évoquer quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué? Euh, Écoute, moi, je me rends compte à partir des échanges que j'ai et sur Facebook et sur dans les lectures que je fais aussi présentement, je me rends compte que euh, la planète est bouleversée. La planète est dans un état, euh, entre parenthèses, je ne veux pas être pessimiste, mais lamentable. Puis, mais moi, avec ce que je découvre sur moi et l'être humain alentour, je suis extrêmement positif, dans le sens où euh, la- 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 c'est la beauté qui nous habite qui va avoir raison de tout ce qui est sale, de tout ce qui est faux. Et puis, on est protégé aussi, c'est ce que je découvre d'une certaine façon, par des lois universelles et non pas par des fausses religions. Euh, le soleil se lève, il se couche, il y a un horaire, il y a des lois aussi qui concernent, je pense, c'est ce que je découvre de ce temps-ci, euh, la réalité de l'humain. Un virus a la capacité de se transformer, de s'adapter. Il y a des mécanismes de défense. Je ne verrais pas pourquoi l'univers n'en aurait pas prévu pour l'humain qui est sur Terre présentement. Donc, pour moi, autant m'ouvrir aux autres que de voir cette réalité-là, ça me donne confiance. C'est une dernière question. Malgré que, Oui, oui, peut-être une dernière question, Daniel, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Ton rapport à la religion, je pense qu'on l'a bien compris. Quel était ce rapport, assez, on va dire assez ouais, conflictuel. Mais du coup, ton rapport par rapport à Dieu, justement, que tu évoquais en filigrane, comment toi tu le concevrais? Quelles sont tes convictions profondes, je dirais? moi, je vois Dieu comme une structure mise en place dans l'univers actuellement, autant pour les choses matérielles que pour les humains. Et puis, je ne vois pas un être qui intervient partout. Je vois des structures qui sont en place et puis qui doivent être respectées. Et quand le débordement est trop grand, bien, il y a correction. Euh, je pense que c'est ce à quoi on assiste présentement. Et puis, j'aime beaucoup l'idée que chacun doit faire son petit examen pour savoir où il est rendu dans ces lois universelles-là, immuables en passant. Donc, je pense que le vrai exercice, il est là. Puis, malgré que ça semble irrécupérable à quelque part, je me dis qu'on peut avoir de très belles surprises D'accord. concernant et la nature et l'humain. D'accord, merci. Dis Daniel, tu n'aurais pas par hasard, avant de terminer, tu n'aurais pas sous la main ton livre, tu n'as pas envie de nous partager en avant-première un petit extrait? Je ne l'ai pas sous la main parce qu'il n'est pas encore imprimé, mais oui, attends. Voilà, Ben, écoute, ça, c'est un brouillon, en fait, OK? C'est justement en 2016, euh, lorsque j'ai commencé à découvrir des choses. Et puis, à ce moment-là, le titre du chapitre, ça s'appelle Le poteau rose. d'accord.
En 2016, j'ai entrepris une recherche pour retrouver ma mère biologique. J'étais loin de me douter que ma recherche pour découvrir ma mère naturelle allait mener tout droit vers une dépression profonde. Comme à l'habitude, lors de mes recherches pour retrouver ma mère, j'ai contacté les services sociaux en espérant qu'ils m'aident dans ma démarche. Mais j'ai un peu pas mal tout parlé de ces choses-là. Je me suis retourné vers le mouvement Retrouvailles. Ah, OK. J'ai découvert, grâce à un monsieur, un historien, qui s'appelle M. Robert Carrière, j'ai découvert que lui avait interviewé une infirmière qui travaillait là où moi je suis né. Et puis, c'est un peu grâce à lui aussi que j'ai fait des découvertes étonnantes qui m'ont blessé, mais qui m'ont aussi expliqué une bonne partie de la nature de mes blessures. Et puis, lui, il dit, ça me fait plaisir de vous rendre ce service en vous présentant mes documents. Puis là, il s'adresse au mouvement Adoption, Émotion, Retrouvailles. Je m'appelle Robert Carrière. Je connais l'histoire des mères célibataires et des crèches. Il y a longtemps que l'histoire des mères célibataires aurait dû être racontée. Mais si cela avait été raconté par une mère célibataire, probablement que personne ne l'aurait cru. Elle porte encore aujourd'hui, ces mères célibataires, le fardeau du temps des crèches, la culpabilité. Mais l'histoire étant racontée par un homme, peut-être que les gens comprendront ce qu'elles ont dû souffrir. J'ai découvert dans cet homme-là l'essence même de la justice du temps de ma naissance qui aurait dû être présente. Parce qu'il y avait un cœur, il y avait de l'attention pour les filles mères. Il est même devenu, par la suite, celui qui faisait visiter la crèche où moi je suis né, comme préposé. Puis il rencontrait beaucoup de filles mères qui allaient accoucher là, qui venaient revisiter les lieux et puis qui lui racontaient à lui tout ce qu'elles avaient vécu. C'est à ce moment-là que lui a mis ça dans un livre. Puis tout ça. Donc, moi, je pense que présentement, il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé. Peu importe tout ce qui est mis en place pour nous cacher la vérité, on va la voir un jour. On va la comprendre. Mais c'est notre vérité à nous, je pense, comme être humain, qui est la plus importante et satisfaisante à connaître. Absolument. Je pense que l'omerta se fissure de plus en plus et c'est vrai que heureusement aussi qu'on rencontre sur son chemin des personnes justement qui sont bienveillantes et qui nous tirent vers le haut. Hein. Oui. Et bien voilà, Daniel, je pense qu'il me reste à te remercier pour ce chouette échange. Ah, c'est super. Ça m'a fait du bien. Super. Merci à toi en tout cas et on se retrouve sur Facebook. Hein. Oui. À bientôt. OK. Salut.